Chapitre 3. Le Chevalier des Mers. Le 18 novembre 1517, Charles Ier avait fait son entrée solennelle à Valladolid, où il avait choisi d'installer sa cour. Cette décision, approuvée par quelques seigneurs castillans, critiquée par d'autres, intéressait vivement toute la noblesse d'Espagne, et la duchesse d'Arcos, pour forger elle-même son opinion, allait rendre ses devoirs au jeune roi. Simple chevalier du Portugal, Magellan, bien qu'il fût d'un naturel plutôt rude, sut entourer de prévenance la grande dame. Il fut assez habile pour gagner sa confiance et obtenir d'elle, à chaque étape du voyage, quelques renseignements sur le prince qu'il lui faudrait séduire. Il est, nous dit-on, d'une beauté un peu particulière, papotait la duchesse. Il a le menton allongé, en avant, et la bouche toujours ouverte, ce qui lui donne l'air niais. L'intelligence des prognates peut être vive, sifflait Falero, soucieux d'étaler sa science et d'attirer l'attention de Doña Béatrice. Voilà un roi d'Espagne qui ne parle pas un mot d'espagnol, reprenait la duchesse, sa langue maternelle est le français. Comment cela était-il possible? Fils de Philippe le Beau, archiduc d'Autriche, et de Jeanne la Folle, reine de Castille, celui qui serait bientôt l'empereur germanique Charles Quint était devenu roi d'Espagne en 1516 à l'âge de 16 ans. Mais élevé en Flandre, il se sentait avant tout prince de Bourgogne. N'avait-il pas été baptisé Charles en l'honneur de son arrière-grand-père le Téméraire? Cet héritier de tant d'illustres lignées ne rêve que de chevalerie, disait Doña Béatrice. Il a introduit chez nous l'ordre de la Toison d'Or, qu'il place, je le crains, plus haut que notre ordre de Saint-Jacques. Le voyage dura une dizaine de jours. À Medina del Campo, Magellan et son compagnon quittèrent la duchesse, car Juan de Aranda était venu à leur rencontre. Il avait retenu pour eux une table et des chambres dans la meilleure hôtellerie de la ville. Le directeur de la Casa de Contratación n'était pas peu fier d'avoir obtenu pour les Portugais une audience du roi. À l'en croire, son influence auprès des conseillers de Charles Ier était grande. Grâce à lui, le commerce andalou connaîtrait un nouvel essor. Quant à l'expédition projetée, elle s'annonçait sous les meilleurs auspices. Aranda ne tenait plus en place. Il marchait de long en large devant la cheminée de l'auberge, martelant le sol du talon de ses hautes bottes chaque fois qu'il faisait demi-tour. Son court manteau volait au-dessus de son juste corps, bordé de fourrure. Et comme il s'exprimait avec une fébrilité qu'il n'avait pas à Séville, Falero souffla à l'oreille de Magellan. Cet homme a quelque chose derrière la tête, méfions-nous. L'astrologue ne se trompait pas. Après avoir longuement évoqué quels efforts il avait toujours déployés au service de l'Andalousie, le gentilhomme dévoila ce qu'il avait jusque-là assez bien caché, son âme intéressée. Voilà, il souhaitait avoir part aux bénéfices de l'entreprise des Portugais. Une vive discussion s'engagea, au cours de laquelle Rui Falero entra dans une grande colère qui l'opposa non seulement à Aranda, mais aussi à Magellan. Falero estimait qu'Aranda se montrait trop exigeant, mais il eut beau dire, Aranda maintint ses prétentions et le 3 février, le jour même de leur arrivée à Valladolid, un contrat fut signé devant notaire. Aranda se réservait le huitième des bénéfices éventuels d'une expédition que le roi n'avait pas encore autorisée. Jeu de dupe? Le gentilhomme andalou n'avait-il pas exagéré l'importance du rôle qu'il pouvait jouer à la cour? Les voyageurs reconnurent bientôt que son crédit n'était pas négligeable, car ils furent admis à comparaître devant les 4 hommes qui composaient le conseil du roi. 3 d'entre eux, le cardinal Adrien d'Utrecht, futur pape, Guillaume de Croix, précepteur de Charles, et Sauvage, grand chancelier, plus préoccupé des problèmes de l'Europe que de ceux du Nouveau Monde, ne prêtèrent qu'une oreille distraite à ces navigateurs qui leur promettaient une nouvelle route des Indes. En revanche, le 4e conseiller de la couronne, le cardinal Fonseca, évêque de Burgos, mais aussi membre du Conseil des Indes, accorda au projet des Portugais une attention si bienveillante qu'une date fut fixée pour l'audience, un peu légèrement promise par Aranda. Quelques jours après leur arrivée à Valladolid, Charles Ier reçut les étranges voyageurs désireux de partir pour le bout du monde. Le jeune roi les accueillit avec un sourire amusé. Il était assis dans un fauteuil sculpté, le coude en appui sur un genou, son fameux menton proéminent posé sur son poing, comme s'il avait voulu fermer de force sa bouche entr'ouverte. Sur son vêtement de couleur sombre, le collier de l'ordre de la Toison d'Or, auquel était accroché un petit bélier d'or, brillait d'un vif éclat. Graves, ses 4 conseillers l'entouraient. Derrière eux, quelques courtisans, hautains, méprisants. Sur un mur, des tableaux, l'un représentant Jeanne, la mère du roi, toute de rouge et de noir vêtue,
mains jointes sur la taille, le regard anxieux, l'autre Philippe le Beau, le père du roi, dans la splendeur pourpre de son habit, de grand maître de l'ordre de la Toison d'or, sur un autre mur, de riches tentures, sur un autre, des épées, des lances, des pistoles, des arquebuses, des panoplies d'armes luxueuses, rehaussées de flamboyants étendards. Ces personnages, ce décor, intimidaient les visiteurs autant que le roi qu'ils devaient affronter. Nous vous écoutons, dit Charles Ier. Magellan invita son compagnon à prendre la parole. Rui Falero s'était procuré un globe sur lequel il avait dessiné un itinéraire de Séville aux îles Moluques, passant à travers le sud du continent américain. Voilà quelle sera notre route, dit-il. Selon mes calculs, les îles Fortunées, d'où proviennent les épices, appartiennent à l'Espagne. Pour étayer cette confirmation, il traça le méridien suivant, lequel, par décision du pape, le monde avait été partagé entre le Portugal et l'Espagne. Ce furent de longues explications. D'abord intéressé, Charles Ier montra quelque lassitude lorsque Falero redoubla d'efforts pour le convaincre. En 1515, disait l'astrologue Núñez de Balboa, a découvert un océan nouveau. Et c'est lui qui aurait dû trouver le passage. Malheureusement, il a perdu son temps en querelle avec le gouverneur Pedrarias d'Avila. Le roi tapota du bout de ses doigts sa bouche, toujours ouverte, comme pour étouffer un bâillement. 1515, Marignan. Semblait-il songer, sans nul doute plus préoccupé, de la gloire naissante de son rival français François Ier que des démêlés sous les tropiques d'obscurs conquistadores. Mon Dieu, se dit Magellan, il va rejeter notre demande et nous refuser tout crédit. Comme le roi du Portugal. Tant de recherches, tant de travaux seront-ils vains? Notre dernière chance va-t-elle nous échapper? Son cœur battait à grands coups dans sa poitrine, mais il parvint à contenir son émotion. Sire, dit-il, que votre majesté me permette de lui exposer dans quel esprit nous souhaiterions lancer notre expédition. L'ancien officier de la flotte portugaise n'ignorait rien de la légende de la Toison d'or, cette toison d'un bélier divin que de hardis marins, les argonautes, étaient allés chercher à travers 1000 dangers. Nous serons, sire, les argonautes des temps modernes. Puisse Dieu m'accorder sa grâce, et je me conduirai toujours comme un chevalier des mers. Qu'entendez-vous par là? Demanda le roi. Mon idéal moral, sire, sera celui des chevaliers. J'espère que nos caravelles reviendront chargées d'épices, mais je veux avant tout que notre voyage serve Dieu et son Église. Bien cela, dit Charles d'une voix lente et ferme en se tournant vers ses conseillers. Le cardinal d'Utrecht hocha doctement la tête et, à ce signal, les seigneurs groupés derrière lui échangèrent des signes d'acquiescement. Ce jeune homme que les aléas de l'histoire nous ont donné pour maître ne manque pas de jugement, pensaient les hidalgos. Il sait ce qu'il veut. Il sera peut-être un grand roi. Christophe Colomb a commencé à réaliser l'unité du monde promise par les psaumes de David, dit l'évêque de Burgos. Nous compléterons l'œuvre de Colomb, enchaîna Magellan, en allant plus loin que lui, au-delà de l'Amérique. S'il adaptait son discours à ce qu'il devinait des sentiments du jeune monarque, Magellan ne mettait dans ses propos aucune hypocrisie, car il était profondément chrétien. Nous aurons avec nous des prêtres, continua-t-il. Nous propagerons la foi catholique. Nous sauverons des milliers d'âmes. Enrique fut appelé. Le Malais, qui avait été baptisé avant de quitter son île, témoigna du prosélytisme de son maître. Il récita le pater sans se tromper d'un mot. Le roi examina avec curiosité l'homme au teint de cuivre. Ainsi, messieurs les Portugais, reprit-il en souriant, vous seriez prêts à nous servir, nous, rois d'Espagne, avec loyauté, vaillance et fidélité? Nous en faisons le serment, s'écria Falero, qui ne voulait pas que Magellan tînt seul le beau rôle. Oui, sire, dit Magellan, nous le jurons, au nom de l'idéal qui anime tous les fils de la péninsule ibérique. Le prince bourguignon accueillit sans sourciller l'évocation de cette belle unité chrétienne. Puis, ayant consulté rapidement ses conseillers, il déclara « Messieurs, votre projet d'expédition est accepté. » Une main sur le cœur, les solliciteurs s'inclinèrent. Alors, Charles ajouta, au grand étonnement de ceux qui l'entouraient, « Je crois en votre parole, chevalier. Je suis sûr que vous accomplirez votre mission sans oublier jamais le service de Dieu. » Il marqua un temps, avant de conclure, sous les yeux à la fois admiratifs et envieux de la cour. « Et pour preuve de ma confiance, je vous fais, messieurs, commandeurs de l'ordre de Saint-Jacques. » À la suite de cette entrevue, de longues négociations précédèrent l'établissement d'un contrat qui ne fut signé que le 22 mars 1518. Les navigateurs obtenaient le commandement de 5 navires, mais on leur accordait aussi le 20e de tous les revenus qui seraient tirés des terres qu'ils découvriraient,
plus 2 îles, entre toute propriété, s'ils en découvraient plus de 6, et pour eux-mêmes et pour leurs héritiers, le titre de gouverneur de tous les territoires découverts. Lorsque Magellan quitta Valladolid, son cœur bondissait de joie. Dans quelques jours, il retrouverait sa famille, il serrerait son épouse dans ses bras. Et pourtant son bonheur n'était pas sans nuages. Les hidalgos n'admettaient qu'à contre-cœur la faveur royale dont il avait bénéficié. Avait-on besoin d'un étranger, qui plus est d'un Portugais, pour conduire une expédition nationale? Et fallait-il de surcroît faire de lui un commandeur de l'ordre le plus prestigieux de toute la Castille, et même de toute l'Espagne? Lorsqu'il avait voulu prendre congé de la duchesse d'Arcos, il avait trouvé porte close. Il aurait mieux supporté la morgue de la noblesse espagnole s'il n'avait dû affronter en même temps la jalousie de Rui Falero, son vieux complice de Lisbonne, son ami, devenu son rival à la tête de leur entreprise. Mais au diable les soucis. C'était le printemps. La route du retour à Séville sembla belle à Magellan. Chapitre 4. L'armement de la flottille. Les nefs mises à la disposition de Magellan et de Falero par le roi Charles ne passaient pas inaperçues dans la rade de Séville. Quelques semaines plus tôt, les curieux qui animaient les quais avaient surtout remarqué l'état lamentable de leurs gréements et de leurs coques. « Ce sont des ruines, disait un matelot. Et c'est avec ça qu'ils veulent traverser l'Atlantique, ricanait un négociant. Non seulement l'Atlantique, ajoutait un badaud, mais au-delà, un océan inconnu. Ils sont cocasses, nos Portugais. Indifférent à ces colibets, Magellan avait organisé les travaux destinés à restaurer chaque navire, de la cale à la hune, et sa ténacité ne prêtait plus à sourire. Vers la fin du mois de juillet, la Concepción, une caraque de 90 tonneaux, fut abattue en carène. Les autres nefs, qui avaient déjà été soumises à pareil traitement, flottaient à quelques pas de là. Les deux plus lourdes et plus ventrues, le San Antonio, 120 tonneaux, et la Trinidad, 110 tonneaux, repeintes de frais, dressaient fièrement leurs mâts tout neufs. À côté d'elle, la Victoria, 85 tonneaux, et le Santiago, 75 tonneaux, se balançaient avec des grâces de caravelle, paraissant d'autant plus petites qu'elles n'étaient pas gréées. Magellan et Falero s'approchèrent de la nef couchée sur le côté. « Elle est aussi pourrie que les autres, dit Falero, en tapant du poing une partie molle de la coque. Nos charpentiers et nos calfats nous ont montré ce qu'ils sont capables de faire, répondit Magellan, et d'un geste large du bras, il désigna les 4 autres navires. À ce spectacle, le cosmographe ne se montra nullement rasséréné. Il sortit de sa poche un grand mouchoir et, le regard sombre, il s'épongea le front. « Quelle fournaise, dit-il, le climat de cette ville est le plus torride que je connaisse. Au cœur de l'été, on se demande en effet si l'hiver reviendra, plaisanta Magellan. Je n'ai connu pareille chaleur qu'au Maroc. Mais déjà Falero ne l'écoutait plus. Je vais rentrer, dit-il, pour relire certains journaux de bord et retroucher notre carte de la côte du Brésil. Falero, co-amiral de l'expédition, était un homme d'études plus à l'aise à l'ombre d'une bibliothèque que sur le quai d'un port. Magellan se retrouva seul face à la rade. Une fois encore, il lui faudrait se partager entre la direction des travaux de réparation des navires et le recrutement de quelques 250 hommes avec lesquels il embarquerait, sans cesse harcelé par les commerçants qui venaient livrer les marchandises destinées à remplir les cales. Les journées passaient si vite qu'il trouvait à peine le temps de rentrer chez lui pour y prendre ses repas. « Nous n'avons jamais le temps de bavarder, se lamentait en souriant Béatrice. Et pour mieux l'apitoyer, de ses 2 mains aux doigts largement écartés, elle caressait son ventre qui s'arrondissait de plus en plus. Magellan finit par céder à ses prières. Au début de l'automne, il décida qu'il tiendrait en sa compagnie les gros registres de ses achats. Ce fut pour elle l'occasion de mieux comprendre le projet de son époux. Quand tout sera plein, cela fera quelle quantité de biscuits du marin demandait-elle. 21 380 livres qui me coûteront 372 510 maravedis. Et quelle quantité de vin 253 tonneaux et 417 outres. Ce n'est pas possible. On a prévu 2 rations par jour et par homme, pas plus. Mais mon chéri, mais... Fais pour moi le calcul, cela représente combien de jours de voyage 2 ans. Comment 2 ans Christophe Colomb ne mettait que 2 mois pour traverser l'océan, et tu m'as dit que tes navires étaient meilleurs que les siens. Béatrice, n'as-tu pas compris ce que je t'expliquais? J'irai plus loin que lui. Nous serons séparés pendant 2 ans. Inquiète, elle fronçait les sourcils. Ses lèvres esquissaient une moue, mais l'enjouement de son esprit léger reprenait le dessus. La liste des cadeaux destinés aux peuples inconnus que les voyageurs rencontreraient l'amusait par-dessus tout. 20 000 cloches et clochettes, disait Magellan. 900 petits mouchoirs, 10 grands,
400 douzaines de couteaux, 50 douzaines de ciseaux, quelques douzaines de peignes et de bracelets. Et comme vêtements, que leur offrirez-vous demandait-elle en riant quand Enrique, qu'elle ne voulait pas offusquer en parlant de ses frères de race, la laissait seule avec son mari. Des robes à la turque, de drap rouge et jaune, des bonnets rouges, des mouchoirs de couleur. Malheureusement, d'autres pages des registres de Magellan évoquaient des scènes moins plaisantes que celles de bons sauvages en train de se harnacher devant des miroirs. Par exemple, les pages réservées aux listes des armes. 58 canons, 3 mortiers lourds, des centaines de mousquetons, d'arquebuses, de lances, de piques, de boucliers, de casques et de cuirasses. L'armement des navires, le recrutement des équipages causaient aux rudes capitaines d'innombrables soucis qu'il aurait aisément endurés s'il n'avait dû, en même temps, affronter des complots fomentés par le consul du Portugal à Séville. En effet, le roi Manuel, qui avait quelques mois plus tôt repoussé ses offres de service, se disait prêt maintenant à financer son expédition. Et comme Magellan ne voulait pas reprendre la parole qu'il avait donnée au roi Charles, les représentants du roi du Portugal s'efforçaient de faire échouer son entreprise. Au mois d'octobre, une sourde colère, dirigée contre les arrogants étrangers qui occupaient trop de place dans le port de Séville, naquit au fond des tavernes et déborda sur les quais. Magellan n'avait-il pas hissé le pavillon portugais au grand mât du vaisseau amiral, la Trinidad? Un navire payé par le roi Charles? Quelle honte! S'exclamait au milieu des badauds un agent provocateur qui n'était autre que le consul du Portugal. Exigeons la bannière du roi d'Espagne, reprit en chœur la populace. Quelques-uns parmi les plus excités tirèrent l'épée et se précipitèrent sur le navire. Cette oriflamme est mon pavillon personnel, et j'ai le droit de l'arborer, protesta Magellan. Mais soyez tranquille, la bannière royale espagnole sera déployée en poupe lorsque la Trinidad larguera les amarres. Le sang-froid du capitaine tempéra l'ardeur des assaillants et permit aux officiers du port d'intervenir. Quelques jours plus tard, une lettre du roi Charles aux autorités de la ville ordonnait que Magellan pût continuer librement ses travaux. Ce qu'il fit, et bientôt tous ses soucis s'envolèrent, du moins provisoirement. En effet, avant la fin de l'automne 1518, produisit l'heureux événement qu'il espérait, Béatrice lui donna un fils. Durant tout l'hiver, il continua de veiller à l'équipement de sa flotte, mais entre deux marchandages, après avoir recruté au fond de sombres tavernes de nouveaux hommes pour ses équipages, il se penchait sur un berceau et guettait les premiers sourires de son bébé. Avec le retour du printemps, les 1000 tracas qui constituaient, depuis de longs mois, le tissu de sa vie, cédèrent la place à de plus grosses difficultés. Il dut affronter l'hostilité nettement marquée des capitaines espagnols que le conseil du roi lui avait demandé de nommer pour commander ses navires. Juan de Cartagena est le pire, confiait Magellan à son épouse. Si tu voyais comme il me toise de haut, ah, je ne risque pas d'oublier qu'il a le titre de contrôleur du roi. Et pourtant, je lui ai donné la plus belle de nos nefs, le San Antonio, qui jauge 10 tonneaux de plus que ma Trinidad. Les autres seront peut-être moins hautains, suggérait Béatrice, pour les réconforter. Que non pas, je trouve le même mépris, la même morgue chez Gaspard de Quesada, à qui j'ai confié la Concepción, et chez Luis de Mendoza, qui a la Victoria. Au moins peux-tu compter sur notre ami Joao Serrao, qui commandera le Santiago. Le petit Santiago, 75 tonneaux, grommelait Magellan, comme pour souligner la faiblesse de son capitaine comparé aux 3 nobles espagnols. Mais il faudra bien qu'ils m'obéissent tous, continuait-il de gronder. J'exigerai une parfaite obéissance. Magellan eût sans nul doute mieux supporté l'attitude malveillante des hidalgos si Falero l'avait secondé dans la méticuleuse organisation de l'expédition. Mais le cosmographe s'occupait de moins en moins de l'armement des navires, sinon pour le critiquer sans bonne raison. Tantôt il jugeait que l'on embarquait trop de voiles et de cordages, pas assez de lanternes, pas assez de bois de charpente. Si Magellan le rabrouait, il quittait le port et la ville pour aller déambuler dans les collines, à travers les oliviers et les broussailles. Au retour de sa promenade, il déclarait qu'il n'était plus très sûr de la latitude à laquelle on trouverait le fameux passage à travers le continent américain. Enfin, son horoscope était, disait-il, défavorable. Il en vint à renoncer à prendre le départ. Par ordonnance en date du 26 juillet 1519, Charles Ier lui accorda une pension et la promesse du commandement d'une autre expédition. Magellan restait l'unique chef de l'entreprise, le seul amiral de l'armada, et sa joie eût été grande si la même ordonnance n'avait nommé Juan de Cartagena, conjuncta persona du commandant, autrement dit son adjoint.